Dans son récit autobiographique Amkoulel l'enfant Peul, Amadou Hampâté-Bâ écrit « Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner, et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. » Frédérique a 50 ans et elle a eu 1000 vies. Infirmière puéricultrice, voyageuse, naturopathe et énergéticienne. Curieuse, elle a toujours eu soif de découvrir de nouveaux univers et de prendre soin des autres. Elle a tracé sa route en suivant son instinct. Chaque expérience de vie lui a offert une leçon qu'elle a fait fructifier. Elle nous raconte. Une des leçons qui m'a le plus servi, c'est désobéir. Alors moi j'ai eu une enfance assez classique dans un premier temps avec une particularité. Dans ma famille, il y avait une partie de la famille qui était très croyante dans la religion catholique, pratiquante, enfin qui allait à l'église régulièrement. Et l'autre partie de ma famille où c'était extrêmement l'inverse, pas de croyance, plutôt dans le registre ni Dieu ni maître, très communiste même, mais avec beaucoup de valeurs tout de même similaires. Moi j'ai évolué, alors évidemment enfant de ma génération on avait droit au catéchisme et je posais beaucoup de questions. J'étais une enfant curieuse et j'étais très mécontente des réponses qu'on m'envoyait. On m'envoyait chez la grand-mère, poser mes questions. J'étais pleine d'espoir et puis à nouveau des réponses en demi-teinte qui ne correspondaient pas à mes attentes. Donc j'ai continué à grandir. Adolescente, j'ai eu une période où j'ai tout jeté à la poubelle, j'étais réfractaire, enfin j'étais très cartésienne aussi, très terre à terre de nature. Et puis finalement le très célèbre personnage Jésus, je l'ai rencontré dans une autre religion qui est la religion musulmane. Et je me suis beaucoup instruite dans cette religion-là. J'ai eu une longue histoire avec mon premier petit copain qui était musulman d'origine malienne. Et du coup, j'ai pu accéder à cet univers. Et puis au courant soufi aussi, Ibn Arabi, Rumi, des grands penseurs du mouvement du soufisme, qui est un courant très très spirituel de l'islam. Donc des nourritures très profondes, une religion magnifique. Du coup, moi, ma croyance en, on va dire, Dieu, elle s'est ravivée et j'ai pu accéder à l'âge adulte équipée d'une force intérieure bien plus profonde que la plupart d'autres personnes de mon âge. Et en fait, avec des événements de vie pas faciles, que j'aborderai pas ici, mais j'ai eu une période de vie à l'adolescence assez compliquée d'un point de vue familial et personnel. Et en fait, ça m'a vraiment, ça a été un point de force pour moi, vraiment. Je pouvais m'appuyer sur mes croyances et ma foi spirituelle, ma foi intérieure, pour faire ce qu'aujourd'hui c'est un mot qui est très à la mode, c'est le mot résilience. Donc j'ai pu faire mon chemin en résilience et puis réaliser ma vie et affronter le monde, parce que ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, il est pas facile. Et donc j'ai fait mes études d'infirmière, je suis devenue infirmière, ça a été un pilier dans ma vie, cette conversion. Et est-ce que je peux savoir en fait ce qui t'a plu, on va dire, côté islam, que tu n'avais pas eu forcément justement dans la partie d'éducation catholique que tu avais reçue auparavant? Il y a eu des phrases qui t'ont plus parlé, ou c'était la manière d'être des gens, ou c'était, j'en sais rien, enfin oui, des textes Alors c'est une question intéressante et je pense que c'est multifactoriel. Effectivement, le facteur humain était important. Alors ma conversion, elle a eu lieu dans les années 90, 91 précisément. Et en fait, déjà, j'étais beaucoup dans la communauté malienne.
et avec énormément de valeurs humaines. Et puis un esprit du collectif et de la solidarité qui était extrêmement importante. Et ça, hélas, dans le catholicisme, on ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas, alors qu'on parle de la charité chrétienne, moi je ne l'ai jamais vue, cette charité chrétienne, je l'ai vue, mais pas au point, pas en fait comme ça devrait, finalement. Et chez les musulmans, il y a l'acte de solidarité qui est extrêmement important, quoi. Après, il y a des périodes de l'année comme le Ramadan où il y a une spiritualité profonde. En fait, c'est dans la profondeur, c'est dans la sensation, le ressenti. Effectivement, il y a aussi des textes. Après, moi, je suis sensible aux sonorités, donc l'arabe aussi, c'était une langue qui me plaisait beaucoup. Les textes d'Ibn Arabi. Tu peux nous expliquer qui est ou ce que c'est Ibn Arabi? Ibn Arabi, c'est un monsieur qui a vécu dans l'Espagne arabo-andalouse, en Andalousie. Et c'est un saint soufi, comme on dit. Alors, l'apogée du soufisme, c'est entre le 9e et le 12e siècle, il me semble, à vérifier quand même. Et en fait, il y a une sagesse aussi. Il y a une sagesse, c'est une forme de philosophie aussi. Donc ça peut s'étudier aussi dans l'axe philosophique. Comment je pourrais définir en fait par philosophie, tu veux dire des choses qui peuvent se mettre en application concrète dans ta vie quotidienne? Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. C'est difficile de traduire en mots quelque chose qui est de l'ordre de la foi intérieure, d'une lumière, en fait. Il y a quelque chose de très lumineux. Et en fait, c'est un rapport au monde et aux autres où il y a une forme d'ouverture à l'intérieur de soi qui se crée, où il y a une forme de plénitude, de vastitude même. C'est très large. C'est très large. Et c'est vrai que c'est très difficile à exprimer. Moi, je l'ai ressenti même par l'acte de prière. D'accord. C'est-à-dire, là, si je me revois... Bon, moi, je prie plus, mais je prie plus, en tout cas, comme on pratique en islam, les 5 prières, mais je l'ai fait. Et, 5 fois par jour 5 fois par jour, oui. Okay. J'ai fait ça, j'ai pratiqué le ramadan. Et le jeûne, mais vraiment... le jeûne spirituel. Ouais. Donc, il y a le jeûne du corps physique, mais il y a aussi... du corps psychique et avec la lecture de textes notamment du Coran et justement Jésus a une place fondamentale chez les musulmans. Ça, c'est pas connu. Aujourd'hui, tout est un peu fait pour diviser, mais si on rapproche, il y a énormément, il n'y a pas beaucoup de différence par la trinité et l'unicité, le tawhid on dit en arabe, mais c'est la différence fondamentale, mais bon, en même temps, ça n'empêche pas les gens de pouvoir cohabiter les uns avec les autres. Donc il y a cette profondeur quand moi je priais, je ressentais à l'intérieur de moi une force illimitée, mais une force pure, pas une force destructrice, une force au contraire de plénitude intérieure et d'avoir envie justement de communiquer, de partager cette brillance intérieure. D'accord. Voilà. Et du coup, quand tu parles de jeûne spirituel, c'est-à-dire que, donc, par exemple, on va prendre l'exemple du ramadan. Donc le ramadan, c'est 40 jours, si je... Non, c'est 28 jours même. C'est 28 jours, d'une lune à une lune, c'est un cycle lunaire. D'accord, en fait. donc c'est 28 jours pendant lesquels tu ne manges pas ni ne bois du lever du soleil au coucher du soleil. Oui. Tu parles justement de cette nourriture spirituelle, notamment à travers des actes physiques. Par exemple, qu'est-ce que faire le ramadan, ça te générait comme... peut-être compréhension ou, j'en sais rien, spiritualité, spécifiquement le fait de passer par le corps? C'est une expérience que moi j'ai commencé quand j'étais au lycée. Alors au début, effectivement, t'as faim, t'as plein de pulsions, tu vois surtout les aliments sucrés défiler. Alors au début, c'est très,
t'es dans la matière, hein, tu as vraiment une expérience physique dans la matière, à travers le corps. Effectivement, tu as faim, tu éprouves la faim. Et puis progressivement, au bout de quelques jours, tu n'as plus cette sensation de faim, donc tu es libéré. Alors au début, oui, tu peux imaginer, quand les gens ils vivent ça, effectivement, il y a cet aspect de, tu as de la chance, le reste de l'année, tu as à manger à volonté tous les jours, plusieurs fois par jour, et en plus même des aliments variés. Voilà, quand je voyage en Afrique, tous les jours, tu avais quasiment le même plat, enfin, et tu étais bien content d'ailleurs, parce que tu mangeais aussi. Et puis après, une fois que tu te libères de cette sensation de faim, que tu te replonges dans les textes du Coran ou de textes d'écriture soufie, les illuminations ou autres, un saint soufi, il y a des tas de livres, mais pas que sur le soufisme. Ça, tu as une compréhension plus lucide en fait. C'est comme si tu étais débarrassé des toxines et tu as accès, là je reste encore dans la matière physique, mais tu as une profondeur parce que tout ton moi, il est consacré à ça. Il est consacré à cette lecture et à l'introspection. En fait, c'est ça aussi, hein, le ramadan, c'est vraiment une introspection, tu fais un voyage à l'intérieur de toi-même. Et alors aussi dans l'aspect populaire du ramadan, c'est aussi faire la paix avec les autres, tous les petits conflits que tu as pu avoir avec les uns les autres, c'est dans la réparation des conflits, des dissensions, il y a cet aspect aussi de réconciliation, de paix absolue, qui fait que ça fait du bien en fait de se libérer aussi de ça. Tu pries plus parce que la prière du soir, il y a davantage de temps accordé à la prière. Voilà, donc il y a cette dimension qui est tout à fait intéressante dans cette pratique. Et c'est vrai, il y a aussi l'aspect privatif qui fait que tu vas penser, effectivement, ça te fait naturellement penser à ceux qui n'ont pas, quoi. À ceux qui n'ont rien, à ceux qui galèrent vraiment beaucoup et prendre conscience que aussi tu as de la chance de pouvoir manger tous les jours à ta faim. Absolument. Et moi, du coup, si j'ai voulu aussi t'interviewer toi, c'est parce que tu as eu un peu 1000 vies professionnelles notamment, qui sont beaucoup au service des autres. Moi, est-ce que tu peux me parler un peu aussi de ton parcours professionnel? Parce que tu as été directrice de crèche, infirmière, et tu es infirmière en psychiatrie, énergéticienne. Il y a sûrement d'autres choses que tu as faites, d'ailleurs, que j'ai pas forcément en tête. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu déjà de ce que tu as fait? Bon, moi j'ai fait mes études d'infirmière en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, une ville que j'aime particulièrement. Donc j'ai travaillé à l'hôpital de La Fontaine. Donc moi j'ai travaillé en cardiologie, en service des urgences pendant 7 ans, pas loin de 7 ans. Et puis après je me suis spécialisée sur l'enfant, l'adolescent. J'ai passé le diplôme d'état de infirmière puéricultrice. Et donc naturellement, j'ai eu des fonctions en lien avec cette spécialité. Donc effectivement, j'ai migré donc à la ville de Paris et j'étais responsable d'un établissement petite enfance, une soixantaine, un peu plus de 60 enfants, dans le 19e arrondissement. Donc aussi une population très intéressante, très mixée, très diversifiée. Voilà. Ouais, des gens de tous horizons, de toutes origines. Exactement, vraiment, c'est une dimension qui me plaît beaucoup, hein, c'est l'aspect transculturel, multiculturel que j'avais la chance d'avoir à Saint-Denis. Et puis ensuite, alors aussi sur mes années d'hôpital, j'ai eu la chance aussi d'être partie travailler en Afrique et justement au Mali. D'accord. Parce que l'hôpital dans lequel je travaillais, il était jumelé avec
l'hôpital Fousseni Daou à Caille. Donc j'ai eu la chance de partir. Bon, déjà j'y suis allée à titre personnel un certain nombre de fois pendant environ une bonne dizaine d'années, mais aussi dans le cadre de l'exercice d'infirmière, quoi. Donc j'ai eu la chance de participer à la CAN 2002, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors moi, fan de football, j'ai allié à la fois ma passion du football et puis mes compétences d'infirmière urgentiste. Tu étais infirmière dans le cadre vraiment de la oui, CAN? Tout à fait. Okay, mais il y avait une délégation dionysienne qui venait, voilà, et enfin, moi franchement, j'ai beaucoup apprécié cette aventure-là. J'étais pas très pressée de revenir en France, mais je suis revenue au bout de quelques mois. Et puis voilà, donc ça c'est un petit extrait à l'intérieur de mes années infirmières. Et après à Paris, ben voilà, j'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de formations en lien avec la petite enfance, le bébé. Okay. J'ai eu la chance de pouvoir faire aussi un DU de psychopathologie périnatale, parce que j'avais une appétence aussi pour la santé mentale déjà. Et bon, voilà, c'est... On y reviendra, mais c'est toujours quelque chose qui t'a questionné, l'aspect santé mentale notamment. Santé mentale, alors moi j'ai beaucoup de passion, donc j'ai la santé mentale, la psychologie tout simplement, la manière de fonctionner de l'humain. Ouais. De toute façon, l'humain me fascine à la fois par la cellule, l'univers cellulaire, ouais. Pourtant j'ai eu un parcours littéraire, mais en sciences c'est vraiment la biologie. Ouais. Ça me fascine, quoi. Le fonctionnement du corps humain me fascinait dès mon plus jeune âge, dès le collège, on va dire. Et puis ça continue. Aujourd'hui, il y a des tas d'études qui sortent tous les jours. On est beaucoup sur le microbiote aujourd'hui, mais c'est tout ça, le cerveau, le fonctionnement du cerveau. On découvre sans arrêt des choses, des univers en fait. Ouais. Voilà. Moi, je suis fascinée. Et puis il y a aussi le corps psychique, le corps spirituel. Et tout ça, ça nous amène à la santé. Qu'est-ce que la santé? Le concept de santé, la dimension holistique. Donc tout ça, voilà, ça c'est des univers, on ouvre une porte, on en ouvre une autre. Tout ce que j'adore en fait. Ouais, c'est sans fin, c'est passionnant. Voilà. Et puis, forcément, l'origine, le bébé, l'univers du bébé. La base. Le bébé. Voilà, la base. Et le bébé, comme dit Winnicott, n'existe pas seul. Donc, Winnicott, tu peux nous dire c'est un pédiatre d'origine anglaise. D'accord. Voilà, et psychanalyste. Ok. Il a énormément écrit, il a énormément fait évoluer la pédiatrie et la relation, le champ relationnel de l'enfant dans son univers avec son parent. D'accord. Voilà. Donc moi j'ai été vraiment passionnée par la périnatalité, le bébé, les interactions parents-enfants, l'éducation, la puériculture. La périnatalité, juste pour être sûr pour les auditeurs, c'est les bébés qui viennent de naître ou c'est avant qu'ils naissent? Autour. D'accord, donc c'est juste avant la conception, pendant, après, voilà. Mais on est dedans et jeune. Autour. Ouais, tout à fait. On est dans ce champ-là, la voilà. Okay. Périphérie. La base de la base. Ouais. L'origine de l'origine. Ouais. Déjà, concevoir un enfant, aujourd'hui, voilà, la conception de l'enfant, c'est bien avant même. Ça part dès la rencontre entre deux futurs parents. On parle ça va très loin. Ouais, en fait, parfois il y a les enfants préexistent bien avant même d'être des embryons. Ils existent dans les têtes peut-être des parents. Déjà, quand on regarde l'enfant jouer au papa et à la maman, c'est intéressant. Il va reproduire certainement, mais pas que. Il y a sa représentation à lui, c'est la représentation dont il a hérité. Lui, comment il va s'improviser, il y a la part de l'imaginaire, du fantasme. Ça aussi, pour moi, ça reste quelque chose d'assez de l'ordre, pas de la fascination, ce serait peut-être un peu exagéré, quoique quand j'observe un bébé de semaine en semaine, quelle aventure. Ouais, puis ils évoluent hyper vite, et puis c'est des éponges, et puis ils comprennent tout.
en fait. Enfin, Ah oui, oui, ouais. oui. L'enfant comprend, Dolto disait ça, hein, il comprend toutes les langues. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça ne sera pas dans un registre intellectuel, ça se passera par un autre canal, mais Ok. voilà. Donc du coup, pour en revenir à ton parcours, donc on en était à quand tu travaillais justement en tant qu'infirmière et que tu as fait un DU dans le domaine du périnatal, si je me trompe. La psychopathologie périnatale. Psychopathologie périnatale. Donc suite à ça, ça t'a amené où? Là, on est vraiment au moment où moi je vais faire mon année de spécialisation, donc ça c'est à Paris. Et puis je vais rester à Paris où je vais exercer pendant 13 années dans le milieu de la petite enfance. Et ensuite, toujours curieuse de nature, ça me caractérise bien, cette curiosité, cette appétence je parlais de santé, de médecine, de santé, qu'est-ce que le concept, c'est un concept de l'holistique aussi. Voilà, voilà, moi je suis toujours avec mon petit bâton là de pèlerin. Et la santé naturelle, qu'est-ce que c'est, la naturopathie, voilà. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup et j'ai la chance de rentrer en école de naturopathie. Et donc je fais 2 ans d'études pour avoir un diplôme de naturopathe. Naturopathe, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste par rapport justement aux études plus médicales, infirmières. Qu'est-ce que ça ajoute ou qu'est-ce que ça... Alors on va parler change plus de santé que de maladie. D'accord. Et c'est comment rester en santé par des moyens naturels. D'accord, ouais. Voilà. Donc on va sur des plantes, sur des... C'est une boîte à outils, la naturopathie. Dedans, Ouais. on peut trouver les plantes, les huiles essentielles, l'homéopathie, les techniques manuelles, le toucher massage, le massage bien-être. Qu'est-ce qu'on va... Voilà, et ça va vraiment... on évite effectivement... on va pas parler de médicaments, on va pas parler de médecine allopathique, mais de médecine naturelle. Comment, voilà, sans nuire, non nocere, c'est vraiment le premier principe de la naturopathie, ne pas nuire. Voilà, de manière résumée, un petit peu, très résumée. Parce que sinon on pourrait aussi parler des heures sur... Oui, on pourrait faire sur chaque point finalement de ton parcours et tout, on pourrait faire 1h30 sans avoir de faille. Du coup, donc toi, dans le domaine médical, tu t'intéresses à la naturopathie. Est-ce que c'est des choses typiquement que tu as pu mettre en application à travers ton travail? Alors, quand j'étais en crèche, non. Parce que bon, dans un établissement, les règlements sont bien codifiés, on est dans une institution. Tout est déjà défini un petit peu, voilà. Des procédures. Okay. Exactement. Travailler autour du relationnel, c'est une forme de naturopathie quelque part. Quand on accompagne une maman qui, avec son bébé, son premier enfant, elle a besoin d'être accompagnée parce qu'elle est en demande et on va vraiment prendre son temps sur la relation, comment elle va rentrer en relation avec son bébé et comment on va la réassurer dans son rôle dans ses compétences de mère. Qui n'est pas forcément quelque chose d'instinctif comme on peut l'entendre souvent. Tout à fait, l'instinct maternel, non. Il y a plein de choses qui s'apprennent en fait, quoi. Oui, qui s'apprennent ou qui se réapprennent parce qu'en fait on est équipé. Parce qu'on est dans une société où les mères n'ont pas... C'est compliqué pour elles, elles sont hyper médicalisées, elles n'ont pas voix au chapitre, tout est plus ou moins dicté, puis après il y a le poids familial, le boulot. Au travail, le jugement. Et puis la femme d'aujourd'hui, la maman d'aujourd'hui, elle a 12 vies en une journée, quoi. Elle doit être la working girl d'un côté, l'épouse. Perdre son poids de grossesse en un mois. Alors là, en plus, en disant l'épouse, je risque de chiffonner beaucoup de monde, parce que bon, ça peut paraître encore un petit peu stéréotypé, ce que je viens de dire, je m'en rends compte, avec l'évolution
de la femme et de la position de la femme hein, dans notre société aujourd'hui. Mais bon, malgré tout, il y a encore beaucoup de résistance. Hein, c'est justement... Oui, c'est comme tu dis. Je pense que c'est stéréotype et pas stéréotype dans le sens où ça évolue, mais on reste quand même, concernant les femmes et notamment les questions de maternité, sur beaucoup d'injonctions qui sont un peu toujours les mêmes, je pense, depuis une centaine d'années. Peut-être même pire maintenant. Enfin, et où il faut cumuler un certain nombre de qualités pour être un peu reconnu à sa valeur. Quoi. Donc je pense que c'est un poids quand même extrêmement lourd. Exactement, il y a beaucoup, et je trouve qu'il y a encore beaucoup de jugements dès la maternité. Et moi, pouvoir être aux côtés, vraiment être aux côtés de la maman qui apprend entre guillemets, son métier, c'est pas un joli mot, mais en tout cas, voilà, qui devient maman. Ouais. Qui devient mère, moi j'aimais beaucoup et être dans cette... J'étais leur première supporter quoi. Ouais. Et le mot conseil, ça me plaît, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit, plutôt accompagner, proposer et pour pas déposséder. Et là c'est super parce que la maman et le papa, je parle pas du père, hein, là je vais me faire rouspéter, mais voilà, c'est d'être dans cet accompagnement-là, c'est magnifique parce que on rend, on rend, c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez fait, vous le connaissez mieux que personne, quoi. Ouais. Donc voilà, les manières de faire, voir un peu. Et c'est eux qui décident, qui choisissent en fonction du ressenti. Ouais. Et là, le ressenti, c'est un mot important. C'est comment tu ressens ton bébé là, comment tu as envie de faire avec lui, comment voilà. Et les mamans reviennent, ah oui, j'ai pris un peu de la piste A, j'ai pris un peu de la piste B, j'ai fait son petit mix. Voilà. Et un large sourire, voilà, avec une sensation d'avoir expérimenté, éprouvé. Ouais. Et là, quand on laisse ce champ à l'autre, d'éprouver par lui-même, de composer, d'essayer, de rater, de refaire, là il y a un tissage, et tisser des relations, moi c'est ce que j'aime dans ce métier en fait, hein. Dans le métier du soin, la chose que j'aime effectivement c'est soigner, prendre soin, mais par tricoter, relationner, tisser, voilà, et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. La rencontre humaine, j'aime rencontrer. Ouais. À chaque fois, c'est nouveau, c'est une naissance, hein, faire co-naissance. Ah oui, c'est vrai. J'avais jamais pensé. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans les métiers du soin, dans le métier de l'humain. Hein. Le soin, c'est particulier parce qu'on rentre souvent très rapidement dans l'intime. Je me souviens qu'aux urgences, la première chose, c'est déshabillez-vous. Oui, donc, voilà. Parce qu'alors du coup, on n'a pas encore parlé de cette partie-là de ton parcours. Donc tu t'es retrouvée, on en a parlé très vite fait, tu as fait infirmière aux urgences, aux urgences psychiatriques. C'était psychiatrique non, pas du tout, c'est des urgences polyvalentes. Urgences polyvalentes, d'accord. C'est le tout venant. Donc toi, tu t'occupais de tout type de profil de gens. Absolument. Et donc c'est à ce moment-là que tu étais en Seine-Saint-Denis, justement. Oui. Et tu es restée combien de temps? À Saint-Denis, 8 ans, un peu plus de 8 ans, et pas loin de 7 ans aux urgences. D'accord, ouais. Et du coup... Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience aussi, justement, en termes de ce dont tu parlais, de relations humaines, et de choses aussi que ça t'a apporté aussi dans ton parcours de découverte, de rencontre Ces années-là, c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma période de travail professionnel. J'étais jeune, immature. Donc, au niveau humain, ça a été extrêmement puissant. Ouais. Puisqu'on est confronté à la souffrance, à la douleur, à la mort. Oui. Et jeune. T'avais quel âge à ce moment-là à peu près? 24 ans, 25. Mais il y a la force du groupe, de l'équipe, l'équipe médicale, les pairs, PAIR, les aînés dans le métier, donc ils nous accompagnent. En plus, on a une vraie formation hein,
On n'arrive pas comme ça. On est formé, on est reformé à l'intérieur des urgences à la spécificité du service. Et c'est comment dire, une expérience toujours intense et forte. Déjà, c'est très adrénalisant. T'as des coups de stress, j'imagine, énormes quand t'es aux urgences. Notamment sur l'urgence vitale. Il y en a peu en réalité. Hein. D'accord, on imagine que ça. Enfin, moi en tout cas, quand on parle des urgences, j'imagine toujours ça. Mais oui, et puis en plus, il y a eu les phénomènes des séries télévisées où on a l'impression. En plus, en France, heureusement, on n'est pas aux États-Unis, il y a quand même moins de blessés par balle ou des choses comme ça, un peu plus spectaculaires. Mais oui, il y a de l'urgence vitale, mais c'est pas ce qui va nous occuper le plus. Hein. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde avec des diabètes déséquilibrés. Ça peut être aussi de l'urgence sociale. Bon, on parlait de l'urgence psychiatrique. Voilà. Après, il y a aussi la réalité du monde, de la précarité. À Saint-Denis, c'est quand même... Il y a une grande précarité sociale, donc c'est le tout venant. On a des familles isolées qui viennent des fois dormir aux urgences. Parce que sinon ils sont à la rue. Ils sont dehors, bien sûr. D'avoir un toit. La violence conjugale, on a quand même beaucoup de femmes victimes de violences conjugales qui viennent tous les jours. Des femmes qui viennent, qui reviennent. Et il y a aussi cette expérience humaine qui est forte, une solidarité dans l'équipe qui est extrêmement forte. Des amitiés qui se créent aussi très fortes. C'est très intense, hein. C'est un milieu où on vit les choses avec beaucoup d'intensité. Moi, dans ma nature aussi, hein, parce que moi je suis plutôt d'une nature assez entière, à éprouver les choses profondément, intensément tout le temps. Donc on apprend aussi à gérer ça. Donc j'ai grandi, j'ai mûri. Bon, déjà à l'école d'infirmière, c'est pas les mêmes études que quand on est sur le banc d'une faculté. C'est un autre domaine et c'est très bien aussi. Il faut de tout. Hein. Mais à l'école d'infirmière, il y a quand même, ou d'aide-soignant, enfin dans ces métiers-là, on est rapidement confronté à la réalité du monde. Hein. Avoir mal, soulager une souffrance physique ou psychique, la solitude des personnes âgées. On parle beaucoup du bébé depuis tout à l'heure, mais il y a les premiers stages, c'est chez les personnes âgées. Les personnes qui sont déficitaires, qui vont sur le déclin cognitif, qui perdent la mémoire, qui ne reconnaissent plus leurs propres enfants. Moi, j'étais jeune infirmière, c'était une découverte pour moi. Je ne savais pas j'ai découvert des pathologies. La démence sénile, la démence Alzheimer, la fin de vie. Quand j'ai travaillé en cancérologie, en stage... c'est bien parce qu'on peut aussi voir ses limites quand on sort du DE. Moi, j'étais en sortant de l'école, non, je ne me serais pas frottée immédiatement. Bon, ceci dit, je suis rapidement arrivée aux urgences. Mais c'est... Voilà. Donc, il y a... pour résumer, cette expérience aux urgences, elle a été très importante pour moi. Ça a été une expérience... tout à fait unique dans toute ma vie professionnelle. Et je savais, en quittant les urgences, que j'allais pas retrouver ça. Le même genre d'adrénaline aussi, dans le sens de groupe. J'ai vraiment évolué ce parcours professionnel en même temps que ma maturité intérieure. Et j'ai vraiment à chaque fois surfé... j'ai toujours quitté au bon moment. J'ai toujours eu ces synchronicités entre mon évolution personnelle et mon évolution professionnelle. Il y a eu toujours une espèce d'harmonisation des deux. Et moi, je suis devenue maman ou je suis devenue puéricultrice. Et alors, on ne mélange pas tout, certes, c'est évidemment... Mais j'ai changé de stade. Alors qu'il y a des infirmières puéricultrices qui ne sont pas du tout mamans, qui sont excellentes, ça n'a rien à voir. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame dans ma réponse. Mais en tout cas, ça a correspondu à certaines étapes spécifiques, ce que tu faisais dans ton métier. Oui, complètement. Du coup, j'imagine quand même qu'à travers tes expériences professionnelles notamment, mais aussi à travers ton parcours à toi, tu as vu quand même des gens qui, à la fois beaucoup de solidarité, à la fois aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, et finalement, quasiment toute la partie, une partie très très difficile de la vie humaine, qui est la souffrance physique, psychique, la solitude, la pauvreté. Comment tu as fait pour garder face à tout ça, en fait, le prendre, venir aider ces gens, aider,
mais rester quand même une personne justement joyeuse, optimiste, qui rigole, qui fait des blagues. Parce que là, on l'entend pas forcément trop. Mais toi, t'es quelqu'un qui fait des blagues tout le temps. Oui. C'est une nourriture importante. Et comment t'as fait justement face à tout ça pour... Enfin, est-ce que ça a nourri une certaine forme de joie de vivre que de se dire qu'il y a ce pendant de la vie qui est tellement compliqué que... Enfin, voilà. Je voudrais savoir comment... Alors, ta question, quand j'écoute ta longue question, ça vrai vient... qu'elle est longue. Alors, mais c'est intéressant, enfin, je veux dire, ça me permet, moi, d'avoir plein de points d'appui là en même temps. J'ai plein de flashs qui m'arrivent. Hein. J'ai le flash de Frédéric quand elle a 3 ans, 4 ans, qui a déjà... une grande pitié de l'humain et de la médiocrité. Je voyais des comportements humains à l'âge de 3-4 ans qui me sidéraient déjà. À l'époque, on ne regardait pas les enfants qui regardaient les adultes. Hein. Les enfants étaient des choses par terre en train de jouer et on s'en occupait pas, sauf que l'enfant n'est pas sourd, n'est pas aveugle. Hein. Voilà, donc je pouvais voir des scènes de la vie familiale pas toujours très joyeuses. À l'adolescence, j'ai vécu des choses un peu dramatiques sur le plan personnel que je trouve pas très intéressantes d'ouvrir ici, mais qui m'ont profondément modifié ma manière d'être et d'être au monde. Hein. Et quand tu as pris des coups entre guillemets par la vie, t'es pas pareil après. Et ça te renforce. Hein. Et bon, après, il y a aussi le tempérament. Hein. Moi, je suis d'un tempérament plutôt combatif et optimiste. Et justement... je vais refaire un petit clin d'œil aux années d'urgence. Moi, j'étais jeune et immature quand j'ai commencé. Et quand je suis sortie des urgences, j'étais déjà maman de 2 enfants. Et sur ces 6-7 années. Et quand je rentrais chez moi le soir et que je voyais mes enfants dormir dans des lits douillés, ils avaient bien mangé, ils étaient au chaud, un papa attentif... Mais je disais, mais quelle chance, quelle chance. Ces enfants-là ne savent pas. Et je vois des choses à quelques kilomètres. Je rentre dans un appartement où il y a tout ce qu'il faut, qui est chauffé, il y a de l'eau, il y a un frigo, il y a tout. Il y a de la nourriture, des enfants qui vont bien, qui sont aimés, qui ont été attendus, choyés. Voilà, donc... Il y a cette chance-là et cette chance-là, il faut pouvoir en profiter et donc d'être joyeux et d'être bien et cette bienveillance, ce bien-être qu'on ressent, qu'on reçoit, la donner à celui qui n'a pas en fait. Et quand on prend en charge quelqu'un, on lui donne, on va partager cette partie de nous, quoi. On a envie que l'autre soit bien aussi. On a envie de lui retirer un petit peu de sa solitude. Et avec des collègues, on pouvait faire rire des gens en quelques minutes ou les faire sourire. Ou en tout cas, pendant un moment, ils quittaient quelques instants ce qu'ils vivaient. Et même des fois des douleurs physiques, une fois qu'ils étaient apaisés grâce à un médicament, on avait accès différemment à la personne, quoi. Donc ça, c'est important. Et il y a mes expériences en Afrique. En Afrique, j'ai eu des expériences humaines, mais exceptionnelles au Mali, au Sénégal, dans des pays pauvres aussi, une fois de plus. Ils n'ont rien et ils ont toujours un sourire qui irradie. Ils ont peu, ils donnent tout. Enfin, j'ai vécu la générosité, le don, je l'ai vécu, je l'ai éprouvé, je l'ai reçu. Des choses que nous, Européens, on n'a pas. On n'a pas hérité, moi j'ai pas hérité de cette... C'est pas trop dans la culture quand même de tout donner, on nous élève pas tellement pour exactement, tout donner. On n'exprime pas, alors que là il y a quelque chose de très joyeux dans les villages où j'étais, à Kirané, à Kaï, à Bamako, à Dakar, à Rufisque, dans toutes les familles où j'étais accueillie. Bon, j'étais aussi en Algérie, voilà. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'expériences différentes. T'as vadrouillé, ça c'est clair. Ouais, et j'ai appris. Je n'ai cessé d'apprendre. Et Amadou Hampâté Bâ, c'est une de mes références absolues. Donc je recommande à tous de lire Amadou Hampâté Bâ.
Tierno Bokar, vie et enseignement de Tierno Bokar, qui est né à Bandiagara. Ça, c'est des références pour moi Et qui importantes. parle de quoi, juste pour... De l'humain. De l'humain, ok. Oui, alors en Pateba, il faut juste lire sa biographie. C'est un enseignement à lui tout seul. Ok. Moi, j'ai plus appris avec Amadou en Pateba qu'avec Jacques Salomé, par exemple. C'est un sociologue qui a parlé beaucoup de communication, très intéressant. Hein. Oui. Mais toi, il y a des choses moi, qui j'étais beaucoup plus sensible à Amadou en Pateba. D'accord. Beaucoup plus. Je vous recommande Amadou en Pateba. Oui, il a écrit Amkoulel l'enfant Peul, et Amadou, il a une phrase célèbre qui dit: en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui, celle-là, elle est connue. Voilà. Effectivement, ouais. Et tout le monde aura la ref, je pense. Voilà. Et du coup, qui n'appartient pas à Léopold Sédar Senghor, comme certains l'ont prétendu. Non, non. Ça a été une grande école. Voilà, ouais. la geste malienne. Donc, j'étais à une grande école. Et puis, voilà. Tout ça, ça m'a forgé, en fait. Hein, parce que tout ça, c'était dans mes années de jeune adulte. Et du coup, cette joie aussi, qui s'est redéveloppée chez moi, hein, c'était un peu éteint. Et puis... c'est revenu fort grâce à ces expériences de vie. Ouais. Et puis là, on va y venir, effectivement. Moi, j'avais mon grand-père maternel, ça a été un de mes premiers professeurs. Il avait des compétences qu'il n'a pas du tout révélées à très peu de personnes. Ma grand-mère savait. Ouais. Et toi, tu savais aussi? Moi, je savais, je pensais que tout le monde savait que mon grand-père, il pouvait communiquer avec les animaux, il avait un côté médiumnique, il avait des facultés comme ça de clairvoyance, de clairaudience. Tu l'as vu pratiquer ce genre de savoir? Pas du tout. Tu savais, mais tu l'as pas... Voilà, okay. Non. Et dans son époque, je pense que ça aurait été pas du tout compris ou... Voilà. Accepté par la société, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des époques quand même où finalement avoir des espèces de perceptions, des manières de voir un peu différentes, c'était tout de suite perçu comme être potentiellement fou. Exactement. Et point, quoi. Il n'y avait pas d'autres questions qui se posaient. Donc, alors il y avait des gens bouteux, connus sur la place publique. Oui, les coupeurs de feu aussi. Qui étaient connus, reconnus. Dans les voilà. villages, ouais. Mais mon grand-père, lui, il n'a pas du tout... lui, il a été père de famille très tôt, il a eu beaucoup d'enfants, il était ouvrier. Lui, il m'a inculqué aussi toutes les valeurs. Il m'a appris à désobéir. Les plus grandes leçons... On aime. Ouais. Il m'a vraiment... il dit, aujourd'hui, les enfants, je vais vous apprendre à désobéir. Et ma grand-mère, elle a levé les bras au ciel. Elle dit, ah mais non, enfin, Albert. Et je lui dois beaucoup. Hein. Ça, c'était une des leçons qui m'a le plus servi, c'est désobéir. Hein. C'est intéressant ça comme point. Ouais. Et en fait, effectivement, j'étais pas quelqu'un forcément de facile dès lors que j'avais décidé de pas obéir. Mais pour moi, il fallait que ça ait du sens. Ouais. Voilà, il fallait que ça ait du sens. Et si on voulait me faire des choses qui n'avaient pas de sens ou qui étaient limite pas bénéfiques, parce qu'il derrière il y avait un autre vœu moins pieux, clairement, soit je faisais semblant de faire et que je ne faisais pas, mais sans trop me cacher. Hein, et j'avais d'autres arguments, d'autres manières. Ouais. J'étais assez indisciplinée. Indisciplinée. Bon, déjà à l'école j'étais assez indisciplinée, mais en même temps j'étais un bon soldat. Donc ça c'est toute la contradiction de qui je suis, avec beaucoup de contradictions quand même. Le souci du travail bien fait, mais en même temps un travail qui a du sens. Et aujourd'hui, ces mots-là, le lien et le mot lien, le mot sens, à chaque fois il n'y a que très peu de lettres, mais tellement profond. Ouais, c'est hyper important finalement dans une vie de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Exactement, être à sa place. Hein. Ouais. Donc ça c'est, voilà, après l'âge de 40 ans, tout ça c'est arrivé à moi tout doucement. D'accord. Donc, là sont venues à moi ces facultés-là que mon grand-père m'avait transmises. Donc voilà, j'ai pu, c'est revenu tranquillement à moi. Donc à travers la naturopathie, le soin énergétique, et puis le don que j'avais dans mes mains, enfin, en toute modestie, en toute humilité. Hein, attention, hein, ça c'est important de rester très humble et de savoir qui l'on est, mais toutefois, sans non plus se renier, voilà. Avoir
des, 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 des compétences qui sont arrivées, voilà. Tu peux nous donner, nous raconter un petit peu comment concrètement tu as senti que justement ce don, ces compétences t'arrivaient? C'était quelque chose que tu portais, peut-être déjà ou dont tu t'étais pas rendu compte? Ou c'est quelque chose, je sais pas, un jour tu t'es dit, mais en fait, j'en sais rien, je ressens des choses particulières. Comment ça s'est passé? Si tu t'en souviens, ou si tu as une petite anecdote par rapport à ça. Bon, déjà, quand je suis retournée habiter avec ma maman, j'étais adolescente et c'est vrai que des fois, je la massais. Ouais. Et elle me disait, ah là là, mais c'est incroyable le ressenti que j'ai. Et c'est vrai qu'avant d'être infirmière, moi j'aurais voulu être kinésithérapeute. Ouais. Donc toujours travailler quand même de soins, oui. Sur le corps. Bon, ça c'est pas fait, mais j'ai envie de dire tant mieux parce que le métier d'infirmière est tellement magnifique, avec tellement de possibilités. C'est clair, c'est un des plus beaux métiers, quoi. Pour en revenir à ta question, moi je sais que c'est en voyance, on m'avait dit ça, que j'avais un don avec les mains. Et en fait, j'ai une anecdote un peu étrange qui m'est arrivée, complètement à mon insu, où l'équipe de la crèche m'appelle. J'étais dans une réunion dans un autre établissement. Ils me dit, il faut venir vite, il y a un petit garçon, donc je ne dirai pas son prénom, qui n'était pas bien. Mm-hmm. Et je dis, j'arrive. Donc j'étais à 5 minutes à pied. Mais l'équipe me rappelle, non mais... Donc là, elle commence un peu à m'inquiéter. Donc j'y vais limite en courant. Ouais. Et j'ouvre la porte, c'était au moment de l'endormissement, de la sieste. Donc j'ouvre la porte du dortoir de l'unité des grands. Et je vois ce petit garçon. Et de loin, je me dis, non mais tout va bien en fait, il va bien cet enfant. Je m'approche de l'enfant, alors il pleurait, il était dyspnéique. C'est quoi dyspnéique? En fait, au niveau de la respiration, une respiration complètement irrégulière. D'accord. Et donc je m'accroupis, ils sont sur des banquettes au sol, donc je m'accroupis. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je mets chacune de mes mains au-dessus de ses poumons, quoi, vraiment parallèle. Et je pose à peine, j'effleure. Et je reste comme ça, peut-être 20 secondes, 30 secondes, je ne sais plus, très peu de temps. Et l'enfant met en très très peu, hyper instantanément, il reprend une respiration normale, il arrête de sangloter, tout rentre dans l'ordre. Mais en le temps d'un claquement de doigts, je ne sais pas pourquoi je fais ça. T'as senti en fait que c'est ça qu'il fallait que tu fasses, et lui, il s'est calmé, et c'est fou, ouais. Et l'auxiliaire de périculture qui était à côté, Sylvie, je me souviens très bien, qui me dit, Frédéric, qu'est-ce que vous avez fait sur ce point-là? Moi, j'ai pris peur, mais j'ai fait une bêtise, je sais pas. J'ai regardé, je sais pas. Mais on était pas émus, plutôt dans une espèce de figé, un peu sidéré. Un peu étonné, j'imagine. Et alors, ce qui était drôle, c'est que la maman, elle était arrivée, en plus une maman plutôt d'une nature un petit peu inquiète, mais avec qui le lien de confiance était bien présent. Elle n'a pas compris, elle. Elle est arrivée, elle dit, mais pourquoi on m'a dérangée? Oui, il allait très bien. Ouais. Voilà, elle habitait à côté, elle travaillait à la maison, et en fait, du coup, elle dit, qu'est-ce que je fais? Donc, comme l'enfant avait vu sa maman, on n'allait pas dire à la maman rentrer. Ouais. Donc, elle est repartie avec son petit garçon, mais bon, ça c'était assez étrange, et puis du coup, j'ai voulu en savoir plus, et puis... ça a dû te poser vachement de questions quand même, de un truc pareil. J'imagine que ça t'ouvre encore des portes, on parlait de portes. Ça t'ouvre des portes, quoi. Et en fait, après, je me suis intéressée à tout ce qui est endobiologie. Et en fait, j'ai une bonne amie à moi, vraiment une amie, que j'ai connue à l'école de péricultrice, qui, elle, a aussi des facultés et des dons. Et c'est marrant parce que nous, on s'est rencontrés à l'école, mais on s'est assises dès le premier jour, l'une à côté de l'autre. Okay. Et à ce jour, on est toujours en lien. Et c'est une très très belle personne. Et en fait, elle m'a parlé qu'elle était en train de faire une formation d'énergéticienne, d'ondobiologue, donc tout ce qui est avec ondes vivantes, avec travail avec les mains. Et je me suis intéressée
à tout ça. Et puis, j'ai fait un peu la même formation. Parallèlement, j'ai fait des formations aussi de massage. Ça, c'était avant l'école de naturopathie. D'accord. Et donc finalement, ça a été d'abord énergétique, ensuite naturopathie. Ok. Ouais, complètement. Et sachant que l'énergétique, moi, je suis assez terre à terre. J'aime bien aussi comprendre, voilà. L'énergétique, concrètement, justement, si on essaye d'être un peu terre à terre, ça consiste en quoi, par exemple, si quand tu fais un soin en énergétique, c'est quoi, une apposition des mains et toi tu ressens des choses par rapport au corps de la personne? Alors, en ce qui me concerne moi, parce qu'il y a plein d'approches, c'est un D'accord. concept très générique, très général, parce qu'on pourrait dire fourre-tout, hein, c'est pour ça qu'on se fait souvent railler. Il y a de tout le monde, un peu qui se... Il y a des gens qui s'improvisent, il y a des gens, il y a de tout, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Comme dans tous les domaines, il y a on des est gens d'accord. qui s'improvisent, je sais pas moi, garagiste. Analogie avec une voiture. Voilà. Tout c'est peut-être technique aussi. Et alors, oui, effectivement, moi je travaille avec mes mains essentiellement et je vais avoir des ressentis. En fait, moi, entre ma pratique du début et d'aujourd'hui, c'est comme ma pratique d'infirmière, de puéricultrice, c'est plus la même. Ça a évolué. Bien sûr, par l'expérience, l'expérimentation. Alors, on apprend l'école d'infirmière et des puéricultrices, il y a des procédures, des méthodes. Quand on est en technique de soins, il y a des techniques vraiment à respecter. Ça, c'est facile, c'est basique. Hein, faire un soin en stérile, voilà. Ça, c'est... Mais la relation, ça, c'est quelque chose qui est en mouvance. Et effectivement, et puis, effectivement, d'une expérience à une autre, on est aguerri, on évite des écueils, on sait que la dernière fois, là, on connaît ça, tiens, la fois dernière, là, je vais m'y prendre différemment. Donc, on améliore. On est dans un mouvement évolutif et progressif. Et dans les techniques de soins d'énergétique, c'est pareil. Moi, j'ai appris des procédures, des façons de faire, des petits protocoles. Et tout doucement, j'ai renforcé des protocoles, j'en ai quitté certains. Avec ta propre expérience que tu as construit aussi. Voilà. Et puis là où par contre il s'est passé, pour donner d'autres exemples concrets, c'est qu'un jour j'ai fait un soin à une personne et la faculté de clairaudience qui devait être en dormance chez moi. Donc clairaudience, ça veut dire que tu entends tout à des fait. informations. On entend, voilà. On entend des mots, des messages, des bouts de phrases, voilà. Et ça, par contre, la première fois que j'ai vécu ça, j'ai eu peur, en fait. Hein. J'imagine un peu les questionnements qui franchement, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, là, peut-être que la psychiatrice, peut-être de l'autre côté, là. Hein. Bon, il va falloir... Mais du coup, c'était quoi? C'était une voix qui t'a dit quelque chose? Oui, j'entendais clairement une voix, comme j'entends ta voix, voilà. Et je me souviens, je peux raconter. Hein, ah bah oui, vas-y, raconte-nous. C'est quelqu'un que je connaissais déjà, la personne qui était sur la table. Donc qui vient pour un problème somatique, un problème du corps physique, mal au dos, etc. Et donc moi je dis voilà, on va faire une approche énergétique. C'est bien, prendre des médicaments, pourquoi pas, ça soulage, c'est pratique. Mais on va traiter un symptôme, on va pas forcément traiter... la cause, quoi. Donc là, on va faire, voilà, je me mets à préparer ma salle, je vais commencer, et au moment où je vais commencer, j'entends attention, et sur un ton un petit peu autoritaire, péremptoire. Voilà, tout à fait ce mot-là. Attention, hein, c'est pas n'importe qui. C'était sur ma droite, et mon cœur s'accélère. Étrangeté, quand même. Hein. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai failli répondre à haute voix. Et je dis, mais si je réponds à haute voix, la personne qui est sur la table, heureusement qu'il me connaît bien, qui a toute confiance en moi, mais qu'est-ce qu'elle fout? Est-ce que j'ai bien fait de venir, moi? Et donc, j'ai dit, je vais modifier le prénom. Je dis, oui, je sais, hein, c'est Karine, hein, je sais bien qui c'est. Mais sur un ton un peu agacé, j'ai failli répondre ça. Mais bon, je réponds pas à haute voix, je réponds dans ma tête. Et du coup, la voix que j'entends, c'était
je sais plus précisément, mais c'est, il faut faire attention. Et là, j'ai l'impression de faire mon soin comme quand je suis élève infirmière, je vais poser une pose de perfusion sous l'œil attentif de l'enseignant, où voilà, il faut pas faire une faute d'asepsie. Bah là, il faut pas faire une erreur, quoi. Il faut vraiment tout bien faire. Donc j'ai l'impression d'être, voilà, sous un scruté. Ouais. Et j'ai fait mon soin, mais vraiment dans les règles de l'art, quoi. Je sentais une pression à côté de moi, avec un regard attentif, voilà. D'accord. Donc j'ai fait mon soin, et puis bon, il se trouve que j'ai fait plus qu'un soin du corps physique, hein, parce qu'effectivement, la personne, elle est là, il fallait faire des choses très précises, ou tout se préciser en fait. C'est comme si je recevais une feuille de route en direct en ligne, où j'avais plus qu'à faire. Faire en fait. Et tout doucement, voilà. Là, ça a été un point de changement dans ma pratique, où tout doucement, voilà. Là, je change. Là, ça a été un tournant, voilà. Okay. Où tout doucement, moi, je me connectais sur la personne, je pose mes mains, je suis sur le doigt à la personne, je pose mes mains au niveau des omoplates, là, j'effleure à peine. Hein. Et là, ça fait comme un mini scanner où il y a un balayage comme ça, et c'est comme si j'avais une feuille de route, voilà, tac, il y a ça à faire, il y a ça à faire, et c'est parti. Et moi, en fait, je suis qu'une exécutante, comme une infirmière. Une infirmière travaille sur prescription médicale. Elle ne travaille strictement que sur prescription médicale. Je vais faire ce qu'il y a à faire, entre guillemets, en restant très humble. Et j'ai pas parlé d'une autre rencontre que j'ai oubliée, parce que sinon on pourrait faire... Il y a beaucoup de choses. J'ai rencontré une personne qui a été déterminante dans cette matière-là. Il s'est passé des choses incroyables en séance avec ce monsieur. Enfin, moi, de ce que je vivais sur la table, où j'ai reçu beaucoup de choses de l'autre côté, on va dire, du monde invisible. Et je suis devenue son élève quelque part. Et en fait, il m'a interrogée, il m'a dit, mais Frédéric, lui-même a été extrêmement, pas surpris, mais il a accueilli les séances. Voilà, il se passait quelque chose qui n'était pas ordinaire. D'accord. Et du coup, c'est devenu mon mentor, quoi. Qui était donc un vieux monsieur que tu avais rencontré à Paris. Il faisait des soins quand il venait à Paris. D'accord, il était aussi quand même de ces pratiques-là, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et un monsieur de plus de 80 ans, donc avec un sacré bagage. Oui, tu m'étonnes. Une source d'enseignement. Ouais. Et entre autres, les mots-clés, c'est vraiment l'humilité. Il m'a appris toujours à rester humble. Ouais. Dans le monde aujourd'hui de la spiritualité, du bien-être, rien qu'on va sur YouTube, c'est... Par rapport à justement ces pratiques dont on parle, etc., on voit énormément de choses sur YouTube, sur les réseaux sociaux, enfin il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de domaines, je pense qu'il y a beaucoup de choses passionnantes, il y a beaucoup de choses qui soulagent les gens, mais il y a aussi un côté à certaines pratiques et certaines croyances qui ont un lien aussi avec un aspect un peu de gourou, et de gens qui t'expliquent un petit peu que si tu vas pas bien là-dessus, c'est que tu fais pas bien ça et qu'il faut que tu fasses ça, que lui, en gros, a la réponse. Toi, comment tu perçois cette manière d'approcher les choses? Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien, l'aspect positif du monde d'aujourd'hui, c'est que enfin, on peut libérer et parler librement. Ce que mon grand-père, par exemple, ne pouvait pas faire. Ouais. Oui, Nicole Dron, quand elle parle de sa mort, de ce qu'elle a vécu en 68 sur une table d'opération où elle a fait un arrêt cardiaque. Mon grand-père a vécu ça d'ailleurs. Une EMI, c'est ça? Oui, voilà. En 68, elle ne pouvait pas en parler. Elle a dû attendre 16 ans avant de pouvoir en parler. Donc aujourd'hui, on peut parler un petit peu. Jean-Jacques Charbonnier, un réanimateur, peut parler de l'au-delà, de la mort, de la vie dans l'au-delà. Ça, c'est bien parce qu'aujourd'hui, voilà, ça, c'est le côté positif. Aujourd'hui, on peut, quelqu'un qui va pas bien sur le plan psychique, il peut aller chez le psychiatre ou chez la psychologue,
Et en plus, tu peux compléter avec d'autres aspects plus différents. Voilà, avec plus spirituel peut-être aussi. La spiritualité, l'énergétique, voilà. Ça, c'est le côté positif du monde d'aujourd'hui où il y a une libération des pratiques, de la parole, voilà. Ça, c'est tout à fait intéressant. Puis il y a le revers, effectivement, bon, Internet, YouTube, ou YouTube, il peut y avoir, moi des fois je recommande de faire des exercices de cohérence cardiaque. En cardiologie d'ailleurs on utilise aussi ça aujourd'hui avec certains profils de patients, pas avec tout le monde. Voilà, donc il y a des choses aussi intéressantes, mais il y a aussi tout le côté dark, où là effectivement il y a des gens qui s'improvisent, qui sont gourous. Alors il y a certains c'est pour l'argent, pour gagner de l'argent, se faire de l'argent, et d'autres c'est pour nourrir leur ego. Ouais, un peu le pouvoir, voilà. De dire je sais. Voilà, je sais, moi je vais te sauver, je vais sauver le monde, voilà. Et il y a des gens célèbres que je ne citerai pas, mais clairement... faut se méfier quand même, quoi. Enfin, faut faire attention à qui on consulte, dans quelles conditions. Et en naturopathie, c'est pareil. Moi, je rêverais d'une légifération, enfin que ça soit légiféré, quoi. Que le diplôme de naturopathe soit reconnu diplôme d'État, que ça soit encadré, ça permet qu'il y ait des concours d'entrée d'une manière ou d'une autre, que ça soit filtré et que ce qui a un regard et que les médecins ont raison et pas raison. Alors il y a des médecins qui attaquent les médecines naturelles mais de manière aveugle. Alors en cardiologie, en neurologie, clairement, quand on fait de la prévention des pathologies cardiovasculaires, on parle de quoi? D'alimentation. Un insuffisant rénal, il est soumis à un régime, le diabétique aussi. Donc les médecins en médecine de ville, ils ont des tonnes de travail, ils ont peu de minutes par patient. Et si on était en alliance et on travaillerait sur la médecine intégrative, on pourrait pratiquer la médecine, la santé. On parlerait de santé. On s'occupe de la maladie, des traitements, et un naturopathe peut prendre son temps pour travailler sur la gestion du stress, l'alimentation, sans que ça vienne marcher sur les plate-bande du médecin. Ça se complète. Voilà. Bon, et donc, effectivement, tout le monde peut mettre une plaque de naturopathe, d'énergéticien, de pratique Reiki, alors que, il aura fait ça en ligne. Non, mais quelle idée! Oui, alors que c'est du corporel, alors que c'est... l'apprentissage en ligne, oui et non, quoi, en fait. Et puis, tous les gourous qui se baladent... je recommande d'écouter Blanche Gardin... ou Garcin ou Gardin, je sais pas. Blanche Gardin, non qui a fait sur Salut YouTube. C'est excellent, c'est d'une finesse, c'est très subtil. C'est hyper drôle. Voilà. Comment s'appelle cette série d'ailleurs je sais plus, mais en tout cas, moi qui aime rire et qui aime beaucoup, qui parle un peu de toutes ces pratiques justement décalé, modernes, de groupes de femmes sur des... et qui s'improvisent un peu gourou justement d'un groupe. Donc moi je fuyais, je dis aux gens, fuyez toutes les personnes qui vous ressentez. Et puis le problème, c'est que les gens vulnérables, forcément, ils vont tomber dedans, quoi. Et là, c'est une aubaine. C'est ça aussi, c'est que tu peux quand même surfer sur la fragilité de certains. Très clair. Et après, c'est chacun ses cases, quoi. Moi, par exemple, quand j'ai des gens qui sont vraiment sur le plan psychique très vulnérables, très fragiles, je vais réorienter au CMP, au centre médico-psychologique. Je vais recommander de rencontrer soit un médecin psychiatre, soit leur médecin généraliste, soit un psychologue, en fait, c'est des domaines qui se complètent, quoi. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de ne faire que l'un, que l'autre. On peut chercher un peu partout. Merci beaucoup pour ces éclairages, Frédéric. Je pense que ça va être très utile à plein de gens, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de savoir finalement comment s'orienter par rapport à tous ces sujets-là. J'ai une dernière question quand même. Moi, je voulais savoir par rapport... donc on parlait justement de l'islam au tout début de notre échange, et puis après on a parlé de ton parcours hyper riche avec des rencontres, des découvertes, des dons que tu t'es découvert, voilà. Je voulais savoir actuellement tes croyances se situent, enfin qu'est-ce qui te semble être au niveau de tes croyances et tout ça? Moi j'ai
continue à évoluer. Donc effectivement, aujourd'hui je me suis détachée de la pratique de la religion musulmane, on va dire, quoique je garde plein de choses encore dans des pratiques alimentaires ou voilà, garder des choses. Voilà, où l'alcool je le laisse bien à distance, par exemple. Mais bon, quand on est énergéticien, on a une hygiène de vie qui doit être assez stricte. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et aujourd'hui, au niveau des croyances, j'ai une croyance pour le monde invisible, hein, et ça, ça, c'est mes voyages en Afrique qui m'a fait rencontrer le monde invisible, parce que pour eux, ils parlent du monde invisible de manière tout à fait naturelle. Moi, je crois en la puissance de la nature, en la création. Alors, on peut dire Dieu, on peut dire la création. Pour moi, la cellule d'un tissu humain, c'est tellement parfait. Enfin, la nature, la puissance de la nature, c'est tellement quelque chose de magnifique. La composition là où je vis en Bretagne, en Côte d'Armor, c'est... Oui, j'ai pas précisé, nous sommes actuellement dans les Côtes d'Armor avec Frédéric. Voilà. C'est une terre extrêmement puissante qui me régénère de manière très, très profonde et puissante. Et moi, j'ai cette croyance dans les forces de la nature, mais aussi, forcément, pour moi, il y a quelque chose d'au-dessus de nous. Voilà, et il y a dans le monde invisible, il y a l'au-delà et l'en-deçà. Voilà, il y a vraiment ces deux entités qui se côtoient, et dans ce monde invisible, il y a des entités de toute nature qui circulent. Moi, je capte, et je capte aussi des points énergétiques. Là où nous on est actuellement, on est vraiment sur des zones de puissance énergétique qui me font du bien. Même moi, je le ressens, qui ne suis pas forcément tellement là-dedans. Oui, il y a plein de gens qui ressentent tout à fait quelque chose de fort quand je suis ici, dans les Côtes d'Armor, au bord de la mer. Il y a vraiment une nature très présente. Et puis moi, ça me nourrit. Le côté joyeux, optimiste, c'est nourri aussi par ça. Par le pouvoir de la joie. Vraiment, c'est une belle conclusion, ça. C'est une belle conclusion, je trouve. Il y a le pouvoir de l'intention et le pouvoir de la joie. Et on peut pas, tu me diras ce que tu en penses, on peut pas vraiment aider quelqu'un si soi-même on n'est pas un peu bien, quand même. Tout si à on fait. Pas un peu dans une joie, dans un... Tout à fait. Et dans ces dernières années qu'on a vécues là, moi je me suis coupée, justement... un petit peu des médias pour me préserver absolument. On parlait d'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire certes, mais de me couper de certains réseaux sociaux, des médias en général, parce qu'il y a une toxicité, c'est beaucoup de négatif qui est circulé, donc ça nous met soit dans l'émotion colère ou dans l'émotion peur. Voilà, je préfère me retrouver en pleine nature et de retrouver cette force. On va se laisser pour cet épisode. Merci mille fois Frédéric d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et à très bientôt.